Hey guys! Parmi les choses les plus terribles dans les affaires que j'ai eu à traiter sur cette chaîne, je pense que les crimes commis par les adolescents sont parmi les pires. Et pour cause, lorsqu'on imagine un tueur, on imagine plutôt un adulte expérimenté et pas un enfant. C'est vraiment la dernière chose qui vient à l'esprit. Et malheureusement, l'affaire que nous allons examiner aujourd'hui s'inscrit dans la lignée des crimes perpétrés par un enfant. En 2007, Samantha McGinn, une mère adolescente, prend du bon temps avec ses amis à la plage et à son retour, elle fait une rencontre qui lui coûtera la vie de la façon la plus horrible qui soit. Si les faits divers t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner si cela n'est pas déjà fait. Et si c'est pas fait, Poupie viendra t'embêter personnellement cette nuit. Et avec elle, franchement, Annabelle peut aller se rhabiller. Si je te manque entre deux vidéos, n'hésite pas à aller me rejoindre sur TikTok et Instagram où je produis des vidéos très régulièrement. Je te les mets en barre de description ainsi que mes livres. Je suis Nathalie Cat, ici on raconte des histoires atypiques, non connues ou non abordées sur la plupart des chaînes francophones. Et plus on est de creepy addicts, plus on est à même de se protéger contre les prédateurs. Mais je te laisse avec le générique. Samantha McGinn est née en Angleterre à Wallsend en 1989. C'est une petite ville de 10 000 habitants, comme dans un mouchoir de poche, comme la plupart des affaires traitées sur cette chaîne. Ses parents sont Alison et Stan, et c'est la fille cadette. Elle a un grand frère Lee, et la Benjamine se nomme Carly. Alison dit que sa fille a toujours été belle. C'était quelqu'un d'amical et d'extraverti, et toujours serviable. C'était une fille très populaire à l'école, et tout le monde l'aimait, y compris les professeurs. Attentive, positive et voulant toujours remonter le moral de tout le monde. Carly dit que sa sœur Samantha était toujours soucieuse de son bien-être. Décidément, c'était quelqu'un de très empathique. Niveau job, Samantha souhaitait être mannequin et faisait partie d'une agence de mannequinat locale. Cependant, l'histoire va prendre un tout autre tournant avec l'arrivée d'un heureux événement. En effet, à 18 ans, Samantha tombe enceinte. D'abord effrayée à l'idée de la perspective de la naissance d'un enfant, elle est très enthousiaste et excitée par la suite à la simple pensée d'être mère. Elle se rend à tous ses rendez-vous chez le médecin et partage fièrement ses échographies. Elle aimait sentir les coups de pied de son bébé dans son ventre. Alors, je ne connais pas ça, mais les mamans qui me suivent sauront le décrire à merveille dans les commentaires. Mais la mère de Samantha, Alison, commence à avoir un mauvais pressentiment, comme si quelque chose de terrible allait se passer. Comme si sa fille allait mourir en couche en donnant la vie. Exactement comme si l'heureux événement allait tourner au désastre. Mais en mai 2007, Samantha donne la vie sans qu'aucun problème n'entrave l'accouchement. C'était un petit garçon qu'elle prénomme Callum. Mais 10 semaines plus tard, le 2 août, Samantha décide de souffler un peu et de voyager avec ses amis. Et c'est la dernière fois que ses parents la verront en vie. Le jour fatidique, Callum est confié à Carly, sa tante, pour que Samantha aille un peu à la plage et profiter avec ses amis. Samantha y reste jusqu'à la soirée où elle décide d'aller voir son fils pour vérifier que tout allait bien. Callum pleurait car il avait eu son biberon en retard et Samantha décide d'annuler ses plans et de rester avec lui, normal, mais sa sœur l'encourage à rester avec ses amis et prendre du bon temps. Donc Samantha se rend en soirée chez un de ses amis et à 11h30 cependant, il décide de finir la soirée. C'est un peu tôt, mais bon, peut-être qu'il travaillait le lendemain. Pour rentrer, ils sont à pied. Vu qu'ils habitent tous dans le même quartier, c'est alors qu'ils tombent sur un groupe composé de 4 hommes. Un des amis de Samantha fait un commentaire et malheureusement, un des gars du groupe prend très mal sa remarque.
susceptible. Et quand Samantha et ses amis étaient sur le point d'arriver chez elle, 2 hommes du groupe sortent d'un bâtiment proche et les agressent. Samantha tente de s'interposer, mais elle se fait attaquer par un des hommes au couteau. Elle se fait poignarder avec rage. Elle tente de se défendre, tant bien que mal, mais l'agresseur semble déterminé à lui faire du mal, jusqu'à ce qu'elle tombe au sol, immobile. L'agresseur, ou plutôt le meurtrier, semblait être animé d'une haine particulièrement violente. Les attaquants s'en vont, abandonnant là son corps sans vie. Les amis de Samantha appellent immédiatement les secours qui se précipitent pour réanimer la jeune femme, mais en vain. Ils ont beau faire tout ce qui est en leur possible, Samantha est décédée. La famille, dévastée, est persuadée que Samantha est toujours vivante. Il leur était insupportable et même impossible d'imaginer Samantha ayant un ennemi. Elle qui était si aimée. Pour eux, c'était sûr, c'était une erreur. On ne dit pas directement à la famille que Samantha est morte, ils la voient à travers une vitre, ce qui est horrible. Ils n'apprennent son décès que le lendemain. Carly se décide à aller voir le corps sans vie de sa sœur, mais regrette instantanément sa décision. Tant c'est une vision d'horreur qui allait la hanter le reste de ses jours. Imaginez-vous une seule seconde le dernier souvenir que la famille de Samantha a de leur fille, sœur et petite-fille. Une image d'effroi qui resterait gravée en leur mémoire toute leur vie. L'autopsie confirme l'horrible sort de Samantha. La pauvre jeune femme avait reçu pas moins de 43 coups, dont 10 coups de poing sur son visage, bras, poitrine, ce qui avait touché jusqu'à ses artères et perforé ses poumons. 700 personnes assistent aux funérailles de Samantha et Kalum est là, son bébé. Et tout le monde prend en pitié ce fils qui n'aura que peu connu sa mère. Les gens se promettent de lui faire les louanges de celle qu'il a mis au monde tout au long de sa vie. Parallèlement, l'enquête avance pour retrouver le meurtrier de Samantha, ceux qui les avaient si brutalement attaqués. Un homme est arrêté, c'était un des membres du groupe qui avait attaqué Samantha et ses amis. Ce qu'il apprend aux enquêteurs va leur glacer le sang. La personne qui avait sauvagement attaqué Samantha n'était autre qu'une fille de 15 ans, Jordan Jobson. La famille de Samantha est anéantie. Jamais, au grand jamais, ils n'auraient imaginé un meurtrier aussi jeune. Ce fut un choc. Mais qui est Jordan Jobson? On n'a pas beaucoup d'informations à son sujet, mais elle a grandi à Walker, une ville voisine. Elle est considérée comme normale, entre guillemets, avant de commencer à avoir de mauvaises fréquentations. Elle commence alors à boire, à se droguer depuis son plus jeune âge et à se faire virer de son école car elle sèche constamment les cours. Elle devient très vite accro à la farine, alors je vais pas dire le nom de la substance illicite qui ressemble à de la poudre blanche, mais tout le monde a compris ce que c'était. Elle commence aussi à sortir avec un gars plus âgé qu'elle qui est aussi addict à la farine et en acheter à sa petite amie. Pas mal d'allers-retours à la boulangerie donc. Et vous l'aurez compris, l'homme que la police a arrêté n'est autre que le petit ami de Jordan. Alors, sympa de balancer ta copine, mais bon. Mais Jordan va en fait se rendre d'elle-même à la police en avouant avoir agressé Samantha, mais elle ne se souvient plus de rien. Et pour cause, selon elle, le jour de l'agression, elle avait bu plusieurs bières, vodka, et était sous l'emprise de stupéfiants. Et elle dit qu'elle ne voulait pas faire de mal à Samantha. Bon, là, elle se fiche un petit peu de nous, parce qu'avec 43 coups, c'est pas des caresses non plus. Elle prétend avoir juste voulu éloigner Samantha de son copain. Bien sûr, alors pourquoi avoir un couteau si c'était juste pour l'éloigner? Elle rétorque qu'elle en avait un sur elle, car elle avait besoin de se défendre au cas où. La police lui demande la localisation du couteau, chose qui servirait de preuve pour le futur procès. Procès durant lequel Jordan plaide coupable, mais pour homicide involontaire. Pas folle la guêpe. Non, c'est pas une blague, mais c'est rejeté à la cour qui l'inculpe de meurtre. La famille de Samantha fait face pour la première fois à la tueuse, celle qui avait massacré leur fille. Jordan provoque une onde de choc. Elle n'affiche aucune émotion. C'était comme si elle avait été condamnée pour vol à l'étalage. Et c'est tout. En même temps, elle n'a eu aucune empathie en tuant Samantha. Elle n'allait pas pleurer à chaudes larmes le jour de son procès. La sœur de Samantha, anéantie et choquée par ce comportement froid, détaché, sans remords.
Jordan fut condamné à la prison à vie avec une durée minimale de 15 ans, qui après 2 appels sera réduite à 11 ans. Ce fut un coup dur pour la famille de Samantha, un coup de massue qui ne fit qu'ajouter à leur souffrance. Et le pire était encore à venir, car Jordan est libéré sous condition en 2018, après avoir effectué le minimum de sa peine. Dans l'attente de sa libération, on l'avait transféré dans une prison moins stricte, mais 3 mois avant, on la remet dans une prison de haute sécurité après qu'elle ait menacé une codétenue. Red flag, retour au bagne. Mais en 2019, on tient toujours à la libérer et on lui octroie même certaines libertés comme des sorties non surveillées. Le jour de sa sortie de prison, elle viole plusieurs lois, donc on la garde en prison, reste bien au chaud. La famille de Samantha fonde la Samantha's Legacy Organization qui aide les victimes de crimes violents et parallèlement lutte pour que Jordan reste en cellule. Ils interpellent même les politiciens pour venir à bout du problème croissant des crimes chez les adolescents. Leur solution ? Proposer des peines plus lourdes pour éviter la récidive. Mais en décembre 2020, Jordan est libérée, mais attendez, seulement 6 mois plus tard, elle est renvoyée en prison car elle n'a pas respecté certains points de sa liberté conditionnelle. Ils n'ont visiblement pas pigé qu'il fallait la laisser en prison celle-là. Imaginez-vous l'ascenseur émotionnel de la famille de Samantha. Surtout que 12 jours après la mort de Samantha McGinn, son oncle meurt d'un accident de voiture. Il était en fait en route pour réconforter, consoler sa mère qui venait de perdre son frère qui était mort au mariage de sa petite fille. Vous vous dites maintenant qu'il y a une malédiction, c'est pas possible. 10 ans après la mort de Samantha, donc en 2017, donc c'est pas fini, le frère de Samantha meurt après une opération au pied. Alors la cause, une chute d'un toit qui est survenue en 2014. Mais ce jeune homme va attendre 2 ans avant de se faire soigner. Donc pendant 2 ans, il souffre le martyre avec ce pied blessé. Les chirurgiens n'ont pas trouvé d'infection, tout allait bien, donc il sort de l'hôpital le 5 avril 2017, mais une semaine plus tard, il retourne à l'hôpital car il souffre. Le 20 mai, il reguérit, mais il meurt mystérieusement par la suite. Aucun médecin n'a trouvé la cause, aucune explication logique n'a été trouvée. Donc autant de souffrance pour une seule famille en peu de temps, c'est extrêmement choquant et horrible. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette affaire, si Jordan mérite d'être libéré pour un crime commis avant sa majorité. Et je pense que justement la majorité des gens ici me diront que non. Et en plus elle a prouvé maintes et maintes fois qu'elle ne méritait pas d'être libérée, étant donné qu'elle ne respectait même pas les conditions qui sont fixées, les règles, donc elle est inapte à la société. Ça fait plusieurs affaires qui prouvent que la justice est assez laxiste envers les criminels mineurs et justement les crimes qu'ils font ne sont pas des crimes minimes mais bel et bien des crimes violents. Si vous avez envie d'être frustré, je vous mets dans le petit i des affaires traitées sur cette chaîne qui sont des crimes de mineurs et qui n'ont pas été punis à leur juste mesure. Comme d'habitude, si l'affaire t'a intéressé, n'hésite pas à m'envoyer du soutien et de la force, à me mettre un petit like, ça ne mange pas de pain, en t'abonnant, commentant et partageant, c'est très important pour le référencement et ça aide grandement au développement de la chaîne. J'espère qu'après tout ce qu'elle a enduré, la famille de Samantha pourra faire son deuil et continuer à se battre. Prends soin de toi et de ta famille et si tu remarques que quelqu'un de ta famille n'a pas le moral, souffre, n'hésite pas à aller le soutenir. And remember, you rock. Tu gères.